Avec ses monuments, parcs, ponts et bâtiments anciens, Salaberry de Valleyfield regorge d'événements insoupçonnés. Chaque fois qu'on passe devant l'un d'entre eux, on ne peut qu'imaginer l'histoire qu'il pourrait nous raconter. Quelle en est l'année de construction? Qui y a vécu? Que s'y est-il passé? Aujourd'hui, on a pensé vous dévoiler la trame historique de l'un d'entre eux. L'idée de l'implantation de la Montreal Cotton Company en sol campivalencien s'est d'abord appuyée sur un solide montage financier synchronisé avec l'événement de l'incorporation de la ville de Salaberry de Valleyfield de janvier 1874. Cet important développement industriel sollicitera à coup sûr une demande de main-d'œuvre provenant d'ailleurs. Ce qui a amené l'arrivée des premières usines, c'est sans contredit la construction de l'ancien canal beauharnois. Cette construction-là va se réaliser de 1842 à 1845. Le Bureau des travaux publics du gouvernement veillera à l'érection de 2 barrages de rétention. Le premier en 1849, qui reliera l'île de Salaberry, ou pour certains, c'est la Grande Île, à la rive sud du fleuve, donc l'équivalent du bout de la rue Victoria aujourd'hui. Le second barrage va être plus à l'ouest, donc le lien qui relie l'île de Salaberry encore à l'île aux Chats ou l'île Clark. L'objectif visé par les barrages, on visait une élévation du niveau d'eau à l'entrée du canal beauharnois pour permettre une meilleure circulation plus fluide, puis évidemment éviter des hauts fonds. Ce qui a amené en réalité les usines, oui, le canal beauharnois, mais c'est l'attrait d'un accroissement des fosses motrices, hydromotrices, que ces barrages-là vont générer, ils vont rendre disponibles des fosses potentielles hydromotrices, puis ça va favoriser l'implantation des premières usines. Puis en effet, on va voir s'installer conséquemment, entre autres, une scierie mécanique de François-Xavier Poitras en 1854. Même un premier moulin à papier, celui de William Miller, lui-ci, en 1854. Puis, en 1856-1857, Alexander Bunton englobera les installations de Miller. Bunton aura recours à de la main-d'œuvre spécialisée provenant directement d'Écosse. D'autres usines vont s'installer également, pour ne nommer que, entre autres, le moulin à farine du meunier Taylor en 1858. En 1874, Salaberry de Valleyfield compte 3000 habitants et la Montreal Cotton Company a déjà annoncé ses couleurs pour l'implantation de sa filature. La main-d'œuvre locale déjà affairée aux usines et commerces actuels provient de la population urbaine et des rurales rapprochées. Pour sa part, le nouvel employeur considère qu'il peut trouver les journaliers et les manœuvres dans les environs, mais se sent obligé de regarder à l'extérieur de notre ville ainsi que vers le Royaume-Uni en ce qui concerne son personnel d'encadrement et de métiers spécialisés. On sait que dans la région de Manchester, la ville de Manchester, c'est une ville prospère en Angleterre qui est en pleine effervescence. Puis on comptait plus d'une centaine d'usines de textiles à cette époque, seulement dans Manchester même, et c'est pourtours immédiats. Cette région nous livre un bon aperçu de l'organisation du travail à cette époque, qui a dit des multiples cheminées encrassées et noircissantes. Il n'y avait pas de pouvoir d'eau, pas d'électricité. La seule source d'énergie disponible assurant la production de vapeur se procurait par des combustions de charbon. En fait, les maisons sont entassées les unes aux autres, sont à proximité des usines. Les cheminées crachent d'épaisses fumées noires, étouffantes. Les logements n'ont pas d'arrière-cour, pas d'eau courante, évidemment, pas de toilettes non plus à l'intérieur. De façon générale, c'est dans ce berceau d'expertise que la Montreal Cotton ira en cette fin du 19e siècle
pour recruter la main-d'œuvre qualifiée qu'elle recherche. Mais comment convaincre une personne de quitter ses parents, ses amis, son pays? On jouera la carte d'une meilleure qualité de vie et les incitatifs à venir travailler en sol Pays valencien seront nombreux. Entre autres, on va développer des maisons de quartier dans des quartiers résidentiels reliés à un réseau d'égouts. Elles auront l'eau courante. La vie se développera dans un air pur et sain. Il n'y aura ni charbon et ni de fumée comme vécu dans la Lancashire. Plusieurs plans d'eau permettront le canotage, la voile et la pêche. Vers la fin du 19e siècle, l'électricité sera fournie par la compagnie. Plusieurs de ces travailleurs proviendront de la région de Blackburn, dans la Lancashire. À son arrivée, la Montreal Cotton Company va obtenir beaucoup de terrain, voire même énormément de terrain, pour son implantation. Elle définira son propre plan d'urbanisme, la découpe de ses rues et en définira les lotissements. Installera des infrastructures d'arrivée d'eau et des services d'égout. Puis, au moment venu, elle veillera à l'éclairage des rues et à l'électrification de ses logements. En avril 1874, l'aire équivalent de quadrilatère tracé en rouge sur le plan d'assurance de 1941, en ouest, l'avenue Grande-Île, de la rue Dufferin au boulevard Monseigneur-Langlois. Côté nord, le boulevard Monseigneur-Langlois jusqu'à la rue Maiden. Côté est, de Maiden à boulevard du Havre et de ce boulevard jusqu'à la rue Fabre. Côté sud, la rivière Saint-Charles en est sa limite. On voit présentement la résidence du gérant général. Elle fut même parmi les premières à être construite sur la rue Dufferin. Nous retraçons celle-ci au rôle d'évaluation de 1878 et même possiblement plus vieille un peu. Richard Whittaker étraînera donc cette résidence de fonction. Il sera le premier gérant général de la compagnie. D'autres logements seront également érigés du côté sud de Dufferin, puis à l'intersection des rues Dufferin et Maiden, du côté nord-ouest. Ils accueilleront des ouvriers, des manœuvres, des mécaniciens, des charpentiers. Au cours de l'expansion de 1898, l'usine Empire sera construite. Les habitations du quadrilatère au sud de la rue Dufferin seront tout simplement démolies pour y faire place à l'usine Empire. Des logis plus grands et somptueux meubleront maintenant cette rue des deux côtés. À l'est de la maison du gérant général, ils seront principalement réservés aux membres de la haute direction. Ces développements se produiront au cours de la période couvrant les années 1896 à 1922. En ce qui a trait à la rue Maiden, on fait référence ici à John Madden. Ça s'écrit avec 2 D. Donc, John Madden, c'est l'ancien propriétaire de la terre, l'ancien propriétaire terrien qui a vendu le lot à la Montreal Cotton pour la construction des maisons. Ces maisons sont particulières. Elles sont en rangées et mitoyennes. Elles ont une devanture, des grandeurs de terrain appréciables. La rue en façade a une bonne largeur, elle est bordée d'arbres. Chacune des demeures possède sa propre cour arrière. Les locataires sont des surveillants de l'usine, des teneurs de livres, des comptables, des machinistes. Nous retraçons les premières occupations des résidences au rôle d'évaluation de 1882. Les semi-détachés de la rue Maiden offrent à leurs locataires à compter de 1882 une cuisine, une salle à manger, un salon, l'utilité d'une toilette au 2e étage, 3 chambres à coucher, un sous-sol et un hangar pour remiser le bois de chauffage. Il y a un grand terrain en avant face à la rue, puis un terrain arrière respectable. La rue Whittaker était nommée en l'honneur de l'ancien gérant général de la Montreal Cotton. La compagnie bâtira 6 maisons doubles des deux côtés de cette rue à compter de 1883. Ce genre de semi-détaché offre cuisine et salle à manger au rez-de-chaussée. Au 2e étage, on y trouve la toilette au haut de l'escalier et 2 chambres à coucher. Bien que le terrain soit plus petit que ceux de la rue Maiden, la demeure est solidement bâtie, avec ses montants de 4 par 4, espacés de 1 pied entre chaque, reliés avec des planches de 1,25 pouce d'épaisseur, clouées dessus. Le tout pour un loyer de 6,50 $ par mois, soit l'équivalent d'aujourd'hui en 2021, si on prend les prix de 2021, d'environ 150 $. La rue est également bordée d'arbres des deux côtés. Quant à la rue Stevenson, elle sera construite en 2 phases. La première offrant 10 logements dès 1900
Et la seconde suivra pour des 8 logis en 1923. Les locataires sur cette rue sont tous des journaliers. Par le passé, les soldats britanniques avaient leur ration dans des boîtes de biscuits anglais. Des Canadiens français ayant un esprit d'entrepreneuriat ont modelé de ces boîtes en plaquettes de tôle pouvant servir de recouvrement de toiture une fois placées en pointe. Ces petites maisons construites en 1893 au bout de la rue Galt, sur le côté nord du boulevard du Havre, rappelaient cette époque à plusieurs passants de l'endroit. Elles sont semblables à celles de la rue Whitaker, mais avec un peu plus de surface habitable. C'est de là que vient l'expression « Tin Row », en traduction libre, une rangée de tôles. Les rues East et West Park, puis le boulevard du Havre, nous amènent également des maisons en rangée. Le positionnement de la rue East Park en fonction du Queen's Park. Au centre, il y avait le Queen's Park. On va avoir d'un côté le East Park, puis de l'autre côté, la rue West Park. Le positionnement de la rue East Park, c'est fait en fonction du Queen's Park. Le parc était en plein centre. On peut voir sur la photo aérienne l'emplacement du CLSC et le stationnement actuel. Les 14 logements des maisons en avant-plan, jouxtant le boulevard du Havre, furent construits en 1894, alors que ceux de la rue East Park, au nombre de 18 logis, en 1900. Le positionnement de cette rue en fonction du Queen's Park, la rue West Park, évidemment, elle est à l'ouest du parc du Queen's Park. Cette rue-là, spécifiquement, West Park, va changer de nom pour la rue Cousineau qu'on connaît aujourd'hui. En 1893, la Montreal Cotton y considéra un 10 logis. Le boulevard du Havre a porté d'autres noms, tels que la rue Allen, en l'honneur de Hugh Allen, financier de la Montreal Cotton. La rue Ward, en l'honneur de James Hewley Ward, actionnaire fondateur de la Montreal Cotton, 1901-1907. Les 3 logements que nous retrouvons au 39, 41 et 43 du côté ouest de la rue Galt furent érigés en 1920. C'était pour aménager les cadres supérieurs de la Montreal Cotton. Entre autres, Laurence Lyon, directeur du personnel, y a habité au 39 rue Galt de 1953 à 1956. Il en sera de même pour l'autre édifice immédiat, à la droite de celui-ci, aux adresses civiques 45, 47 et 49. Le médecin chirurgien Charles L. Roman, une sommité au niveau des maladies industrielles, y a vécu au 47 de la rue Galt, de 1921 à 1961. Nous retraçons également le comptable de la Montreal Cotton, Charles W. Gurnham. M. Gurnham y a vécu au 43 Galt de 1922 à 1938. Les maisons en rangée de la ville avaient des avantages contrastants en termes de qualité de vie comparées à celles observées dans les Lancashire, au Royaume-Uni. L'offre d'un endroit recevant et plus harmonieux pour y gagner sa vie a favorisé les venues d'immigrants provenant du Royaume-Uni et même de France. Le quartier des Anglais, appellation distinctive, est encore de nos jours imprégné dans le langage usuel de nos anciens. Mais les discussions anglophones dans ce secteur se font de nos jours de plus en plus rares, voire même inexistantes. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.